Bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. On va se chauffer la voix. Hein. Ben oui. J'ai bien envie de dire, est-ce que ça fonctionne là ? Oui, ça fonctionne. J'ai bien envie de dire bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Nouvelles Filles de la Campagne. Et aujourd'hui, avec le soleil, je suis bien heureuse d'être accueillie chez Myriam. Bonjour. J'ai même pas le temps de dire bonjour. Elle dit bonjour, elle est parfaite cette Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Sandrine. Ça va, elle n'a pas oublié comment je m'appelle. Allons-y. Mm-hmm. Tu veux te présenter ? Alors, tu nous racontes pas toute ta life maintenant, mais donne-nous quelques indications, à part Myriam. Alors, je m'appelle Myriam, j'ai 45 ans, j'ai un compagnon, 2 filles de 13 et 9 ans. Et je suis originaire du nord de la France. Et j'ai déménagé dans quelques régions françaises avant de venir m'installer en Dordogne. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à tout quitter pour la campagne ? Là, on va être un petit peu sur la partie déclic, ce que j'appellerais déclic et parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé ? Qu'est-ce qui vous a poussé à tout quitter pour la campagne ? Sachant que tu viens quand même de dire dans ta présentation, il faudrait que tu le spécifies, alors sans passer peut-être par tous les étapes. Ça n'est pas ta première expérience dans une autre région que ta région natale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, à la base, je suis déjà une fille de la campagne, vu que je viens d'une famille d'agriculteurs, d'agriculteurs qui ont dû renoncer à leur ferme parce que considérées comme trop petites pour l'époque. On m'a plutôt poussée vers des études dans le tertiaire et à partir en ville, qui était pour ma famille plutôt l'Eldorado. Et donc, moi, étant fille de la campagne, je voulais aller vivre à Lille, profiter de la vie citadine, etc. Ce que j'ai fait. Normal. J'ai profiter comme il se doit d'une vie citadine étudiante, etc. Donc c'était très très sur sympa. L'île surtout. Sur l'île, c'était parfait avec la Belgique à proximité, l'Angleterre aussi, donc c'était bien. T'as bien exploré. Voilà. Et puis, mais je savais que je ne passerais pas ma vie en ville parce que je ne me sentais pas forcément urbaine dans l'âme en fait. J'ai profité de tous les avantages de la ville. Et je me suis dit, après, si je veux construire une famille, etc., c'est pas là que je m'y installerai. Donc, j'ai rencontré mon compagnon, on est parti vivre à Grenoble, après on a vécu en Vendée. Et, attends, répète, vous êtes parti, donc. Vivre à Grenoble, dans les Alpes. Ouais, ensuite ? En Vendée, au bord de la mer. Très bien. Et là, en fait, on avait des vies actives, lui d'ingénieur en microélectronique et moi de cadre dans la communication dans des collectivités territoriales. Et on s'est aperçu qu'on passait très peu de temps ensemble, en fait, trop peu, qu'on courait après le temps, qu'on voyait trop peu nos enfants. C'était au moment de la naissance aussi où on a eu le déclic, au moment de la naissance de notre 2e fille. Là, en temporalité, on est en quelle période ? En 2016-2017. D'accord. Et on s'est dit, il faut que ça change. Donc, comment faire ? Qu'est-ce que, si on ne se sent pas bien dans un endroit, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Travailler moins. Mais du coup, si on travaille moins, on gagne moins d'argent. Comment on peut vivre comme ça ? Donc, on a commencé à s'intéresser à l'autonomie et à se dire, si on avait une maison autonome, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, réduire l'habitat, parce que si on a un habitat plus petit, il nous coûte moins cher et à acheter et à entretenir, etc. Et ça a commencé à cheminer
En parallèle de Tout ça, c'était des réflexions. Hein, Ah oui. Et c'était pas forcément des sujets que vous connaissiez sur le bout des doigts. Non, c'est vraiment, on a découvert ça. Renaud, mon compagnon, a commencé à vraiment se documenter sur tous ces thématiques-là parce que lui, il s'est dit, c'est par là qu'il faut qu'on aille, en fait. Et la raison, c'était parce que vous vous êtes rendu compte l'un et l'autre que vous ne passiez pas suffisamment de temps en famille. Voilà. Et que on courait après le temps et que nos jobs respectifs ne nous satisfaisaient pas totalement. En fait, on s'éclatait pas au boulot comme d'autres peuvent s'éclater, et tant mieux pour ces personnes-là, mais nous, c'était plutôt compliqué. Donc, et moi, j'ai toujours eu, et j'ai encore un rapport parfois conflictuel à la hiérarchie, vu que je dis ce que je pense et que ça plaît pas tout le temps. Et donc, voilà. Et donc, on s'est dit, et il faut qu'on change. Et à partir de là aussi, on a pris vraiment conscience de certaines thématiques qui sont moins égocentrées, c'est-à-dire il y a le dérèglement climatique, il y a la crise énergétique, il y a les tensions politiques à l'international, la raréfaction des minerais. En fait, toutes ces choses-là où on s'est dit, oui, il faut qu'on change notre manière de vivre. Et dans un premier temps, en fait, moi, comme j'étais encore dans la fonction publique, on s'est dit, pourquoi pas, toi, tu restes dans ce milieu-là. Et voilà, j'ai trouvé un boulot au parc naturel régional de l'Aubrac. Donc, on a déménagé dans le Cantal. Et puis, les choses ne se sont pas faites. Moi, j'ai retrouvé mes travers au travail, etc., dans le parc, etc. Donc, on s'est dit, non, mais on change vraiment. Et cette fois-ci, on déménage, non pas pour le travail, mais pour se choisir un lieu de vie. Mais cette transition, parce que c'était quoi déjà ? C'est Grenoble, Vendée ? Donc, c'est Vendée, Aubrac. Voilà, dans le Cantal. Mais là, dans l'Aubrac, parce qu'en Vendée, vous étiez en ville ? On était en campagne aussi. Vous étiez en campagne quand même. On était à une vingtaine de kilomètres de La Roche-sur-Yon, dans une maison on avait 2000 mètres carrés de terrain, c'était quand même un grand terrain. Mais la campagne par là et la campagne en Aubrac, on est déjà sur des campagnes différentes. Oui. Parce qu'on est bien d'accord, il y a campagne et campagne. Oui, quand moi je suis issue de la campagne du Nord, il y a des villages tous les 3 kilomètres, 2000 habitants. Et donc, quand on arrive en Vendée, les villages sont encore aussi importants, mais un peu plus distancés. Quand on est sur l'Aubrac, on est à 2-3 habitants au kilomètre carré. Donc, oui, c'est très dispersé. Ouais. Voilà. Je tenais à le préciser parce qu'il y a campagne et campagne. Voilà, c'est un peu comme nous ici. Oui. Hein, d'accord. Ici, c'est plus densément peuplé que sur l'Aubrac. Oui, là, tu avais un step... Là, tu es à la ville, limite, quoi. Ouais, limite quand même, parce que les magasins, ils sont pas loin. Et voilà. Et qu'il y a une vie culturelle plus active ici que sur l'Aubrac, parce que l'Aubrac, c'est vraiment... rude. C'est rude. Rude dans tous les sens du terme. Voilà. Avant que tu ailles plus loin dans toutes tes explications, je voudrais quand même savoir à quoi ressemblait, en une phrase, 2 phrases, ou enfin... pas trop long quand même, mais à quoi ressemblait votre vie d'avant quand tu dis justement on n'avait pas le temps, pas de temps en famille, pas de temps tout court? En fait, c'était un schéma assez classique, je trouve, c'est-à-dire que mon compagnon, à ce moment-là, il partait à 7h, il revenait à 20h, donc il y avait une très grande amplitude horaire de travail, et aussi parce qu'il travaillait à 1 heure de notre domicile. Donc en fait, il avait 2 heures de transport par jour, donc c'était un peu compliqué. Moi, de mon côté, du coup, j'avais plus la gestion des filles, ce qui gênait aussi mon compagnon dans le quotidien, en fait. Donc il fallait s'occuper des enfants en bas âge, les emmener à l'école ou à la garderie, la nounou le matin, avant de commencer le boulot à 9h, et je finissais à 18h, 18h30. Donc après, il fallait aller récupérer les enfants. Du soir. Voilà, récupérer les enfants, les doucher, préparer le repas, etc., etc. Enfin, du coup, c'était une vie assez banale, mais pour moi, j'avais le sentiment de passer à côté de tout, parce que je disais tout le temps à mes enfants de se dépêcher. Oui. Et c'est ma fille aînée, un jour, m'a dit, maman, il faut toujours se dépêcher. Le matin, il faut se dépêcher pour aller à l'école. Le soir, il faut se dépêcher de rentrer pour aller se laver, pour manger, pour se coucher tôt, pour pas être fatigué le lendemain. Il faut tout le temps se dépêcher. Et là, je me suis dit, mais je suis devenue la mère que je ne voulais pas devenir. Je suis devenue casse-pied. C'est bien ce que tu dis, parce que justement, je voulais te demander le moment précis où tu t'es dit, on y va, soit par une anecdote, une image ou un ressenti.
Et je crois que tu me l'avais déjà expliqué, ça, effectivement. Donc, c'est cette parole. Ah oui, moi, ça m'a glacé le sang, en fait, qu'elle me dise ça, parce que, en fait, j'avais la tête dans le guidon et je ne me rendais plus compte, en fait. Pour moi, c'était comme ça qu'il fallait faire et du coup, je suivais le fil de ma vie et toujours débordée et puis faire des courses entre midi et 2, etc. Pour beaucoup de familles et de mamans qui sont comme ça. De toute façon, ouais, c'est pour ça que je dis, au final, c'était assez classique. Je pense que mon schéma a été similaire à d'autres familles de France. Voilà. Ok. Par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, comment vous avez géré l'aspect financier dans ce mode de changement de vie ? Alors déjà, on avait la chance d'être propriétaire auparavant, donc on a une maison qu'on avait valorisée, qu'on a pu revendre. C'est une chance par rapport à d'autres personnes. Maintenant, en fait, on a vraiment baissé nos besoins. On s'est dit, on part sur un habitat beaucoup plus petit, dans des endroits où, on va dire, les impôts locaux sont moins élevés que dans d'autres communes. Si on est autonome en électricité, on a un investissement de base, mais après, on n'a plus les factures et on n'est plus soumis à l'augmentation de l'électricité. Si on a du bois et qu'on se chauffe au bois, en fait, voilà, on évite ce poste-là, etc. Donc, en fait, on a vraiment réduit nos besoins d'argent pour faire en sorte que on puisse vivre décemment à 4 avec une somme, on va dire, assez modeste par rapport au revenu médian français, quoi. J'essaye d'imaginer comment ça s'est passé à ce moment-là, comment vous avez réfléchi à tout ça. Est-ce que ça s'est fait par rubrique avec un tableau Excel comme ça et rubrique poste par poste, comment on va trouver la solution à côté de la ligne? Alors, on était en Vendée à ce moment-là, on n'avait pas des revenus énormes, parce qu'en Vendée, c'est quand même un coin de France très dynamique au niveau de l'emploi, mais où les gens sont pas très bien payés, il faut le savoir. Et ouais, tout à fait, par rapport à d'autres endroits comme Lille ou comme Grenoble, etc. C'est marrant les écarts de salaire qu'il peut y avoir d'une région à l'autre, en fait, pour un même emploi. Pareil ici aussi. Oui, tout à fait. Okay. Et donc, on s'est aperçu en fait que en fonction du prêt à rembourser, des factures à payer, etc., la cantine, la garderie, la nounou, enfin voilà, toutes les choses de la vie courante, il y en avait un des deux où en gros, le salaire ne servait qu'à payer que des factures tout le temps et qu'en gros on payait même pour aller travailler, c'est-à-dire que quand mon compagnon bossait à 1 heure donc 2 heures de transport, le poste mobilité, voilà le poste de déplacement, l'entretien de la voiture, l'assurance de la voiture, etc., ça représentait quand même un poste quand même assez important sur le budget du foyer. Et en fait c'est à partir de là où on s'est dit mais enfin on a une vie, on paye pour aller travailler. L'argent qu'on arrive à dégager de nos 2 salaires n'est pas énorme au final pour pouvoir s'offrir des extras. Voilà, l'excédent en fait, voilà, pour pouvoir s'offrir des extras, des trucs sympas, enfin voilà. Donc c'est tout ce cheminement-là qu'on a eu et à partir de là, on a commencé à regarder poste par poste. On s'est aperçu, on avait une maison de 120 mètres carrés qu'on avait rénovée et qu'on n'utilisait pas en totalité au niveau de l'espace. On s'est aperçu que le luxe, c'est l'espace, parce que c'est vraiment chouette d'avoir une grande maison, etc. Mais quand on veut aller à l'économie, en fait, c'est peut-être pas forcément le mieux. Après, chacun fait comme il le sent, quoi. Mais voilà, et donc à partir de là, on a vraiment commencé à cheminer. Poste par poste, voilà. Donc de réfléchir. Est-ce que ça te faisait pas peur ? Dans le sens où peut-être qu'à un moment donné, tu disais, ça va peut-être me priver de certaines libertés. Alors, moi, je suis une vraie pétocharde dans la vie, et en fait, ça me fait toujours peur. C'est des sujets qui m'inquiètent, mais en même temps, je regrette absolument pas le pas que j'ai fait, parce qu'en fait, j'ai réussi à dépasser beaucoup de peurs en changeant ma manière de vivre, en fait, parce que j'avais été élevée dans un milieu où les choses étaient assez automatiques et je ne me posais plus de questions, en fait, d'où venait mon électricité, comment arrive l'eau à mon robinet, enfin voilà,
Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça, qu'on vit avec des automatismes. Et le fait aujourd'hui que on a travaillé là-dessus et qu'on a réfléchi beaucoup à notre alimentation en énergie, notre alimentation en eau, etc., on vit dans le confort, hein, mais oui, je confirme. Attention, hein, je suis pas dans une table. Je suis dans un endroit très confortable. D'ailleurs, je regarde le thermomètre là-bas. Il fait 26 degrés. Je pense que je vais finir cet enregistrement à poil. Parce que chez moi, il fait 19. Et là, il fait 26. Oui, non, et sans chauffage. D'ailleurs, tu peux nous dire dans quoi on est là ? On vit dans une yourte de 40 mètres carrés à 4 où nos filles sont dans une mezzanine pour avoir leur espace à elles et où on a tout le confort. On a salle de bain, je précise. Oui, mais ils ne se lavent pas dehors. C'est à l'intérieur. Enfin voilà, donc c'est confortable, mais c'est petit. Donc on a vraiment agencé l'espace pour qu'il soit à la fois petit, confortable et spacieux, vu qu'on a le volume de la yourte. Donc voilà. Très bien. Et je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, en fait, ça me fait toujours peur, mais en même temps, je ne regrette pas d'avoir fait ce pas-là, parce que j'ai beaucoup appris aussi sur moi-même, en fait, et que c'est possible. Une question que, à mon avis, tout le monde se pose, ou tout le monde voudrait avoir ton point de vue, enfin, en tout cas ta réponse avec cet épisode, c'est est-ce qu'on peut vraiment vivre totalement autonome ? Alors pour moi, non. Autonome, totalement, non. Enfin, et moi, je distingue en fait l'autarcie de l'autonomie. Vivre en autarcie, c'est vivre comme un ermite dans la montagne et se gérer tout seul. Quand tu étais dans l'Aubrac. Oui. Il y avait quand même des gens. Il y avait même plus de services publics dans ma commune d'avant que dans ma commune actuelle, ce qui est fou pour 500 habitants. Il y a l'autarcie, donc là, c'est vivre seul dans sa montagne et gérer tous ses propres besoins. Être autonome, en fait, pour nous, déjà, c'est réévaluer ses propres besoins, savoir de quoi il nous faut pour vivre. Et puis, il y a des choses qu'on sait qu'on peut produire et il y a des choses qu'on sait qu'on ne pourra pas produire. Nous, actuellement, on est autonome. Tu avais 2 tableaux Excel. Oui, j'avais même plusieurs. Et en fait, on sait qu'on est autonome en électricité, on sait qu'on est autonome en chauffage, on sait qu'on est autonome en eau. On a 2 sources d'eau actuellement et on est autonome partiellement au jardin. On a des œufs, mais bon, je continue. Je ne fais pas ma viande moi-même. Voilà, si j'achète de la viande, par contre, je l'achète à des producteurs que je connais. J'essaye d'aller de moins en moins souvent au supermarché, etc. Enfin voilà, je chemine et je sais que je ne serai jamais autonome. J'ai pas envie. J'aime bien boire de la bière, boire du vin et je vais pas la produire moi-même. Donc voilà. Comme l'huile, etc. Donc, non, mais c'est vrai que c'est important de le préciser. Et que tu restes aussi ouverte aux choses qui se... qui s'offrent éventuellement à toi, quoi. Exactement. Pour pas que... Ah non, nous, on s'imaginait pas... Pas être dans le cliché. Voilà, vivre tout seul, voilà. Puis pour nous, le relationnel est important. S'entraider, c'est important. Les relations d'échange aussi, voilà. Se rendre service, pour nous, tout ça, c'est important, quoi. Il y a un coq. Oui. Il chante maintenant. Il se lève maintenant. Il chante tout le temps. Il s'appelle Thor. C'est ton coq ? Oui, c'est le mien. Très bien. Donc, bonjour Thor. Tu nous as dit ce que tu faisais avant. Est-ce que je peux te demander quelle est ton activité aujourd'hui ? Ou tes activités, parce que tu en as plein des activités, je le sais. Alors, mes activités aujourd'hui. Donc, on a eu la chance d'écrire un livre avec mon compagnon. Je ne sais pas si je peux le nommer à ce moment-là. Si, tu dis ce que tu veux. Alors, donc, on a eu la chance d'écrire un livre avec mon compagnon qui s'appelle Traité de changement de vie, l'aventure d'une famille. Ton compagnon s'appelle Traité de changement de vie, parce que ta phrase, c'était... Oui. Alors, mon compagnon s'appelle... Non. Donc, j'ai eu la chance d'écrire un livre avec mon compagnon Renaud. Et ce livre s'appelle Traité de changement de vie, l'aventure d'une famille en quête d'autonomie à la campagne, aux éditions Hachette. Donc, ça nous a pris un paquet de temps. Tout ça parce que c'est quand même c'est un bel ouvrage. Gros ouvrage quand même. Voilà, très beau d'ailleurs. Ouais. Et ensuite, en fait, je travaille, j'ai ma petite entreprise de communication indépendante et là, ce qu'on commence à faire, c'est de la pige aussi. Parce que suite à l'écriture de ce livre, en fait, on commence à être démarché pour faire un petit peu de pige dans des magazines sur le thème de l'autonomie. Vous avez vos thèmes de prédilection, vous êtes
êtes des experts sur le sujet. Évidemment. Donc, vous pouvez répondre à toutes les demandes. Exactement. Et puis, en parallèle de ça, j'ai développé dans les réseaux sociaux, où j'essaye de parler de ce que c'est que le changement de vie et d'une manière de réfléchir un petit peu différente. On pourrait faire des conférences. Je pourrais. Ce serait une possibilité. C'est fait partie des choses qui sont envisagées à venir. Aller témoigner, en fait, un peu ce que tu es en train de faire là, mais de faire devant un public qui te payerait des millions d'euros. Et voilà, évidemment. Et comme ça, tu pourrais revenir sur l'ancien modèle exactement, dans une énorme maison et consommer d'électricité à volonté. Voilà. On est bien d'accord. Je crois que je ne pourrais plus faire ça. Par contre, je veux bien gagner un peu plus de sous quand même. Bah oui. C'est bien ce que tu dis là, parce que c'est pas parce qu'on choisit aussi forcément. Enfin, tu vas me dire oui ou non. Hein, peut-être que je m'avance là, peut-être que je vais dire n'importe quoi. Mais c'est pas parce que finalement on trace ce chemin que l'on décide de ne pas forcément gagner d'argent ou non. Mais l'abondance peut venir. Voilà. Mais du coup, ça change aussi ton rapport à l'argent, en fait. Et D'accord. ça change ton rapport à la consommation. Par exemple, moi, naturellement, maintenant, je vais, par exemple, si c'est des vêtements pour du seconde main, où je me renseigne, en fait, sur le fabricant. Ou tu pourrais t'acheter une belle pièce fabriquée en France. Exactement. C'est ce qui m'arrive parfois de faire, ou même il y a certains vêtements qui sont garantis à vie, il y a certaines marques qui proposent la garantie à vie, et donc je vais aller plutôt vers ce genre de choses. En tout cas, si effectivement il y a une rentrée d'argent plus importante que d'habitude, tu l'utiliseras d'une autre manière. Voilà, exactement, qu'avant. Et c'est vrai qu'aussi, j'ai une activité, si je peux en parler, mais j'ai une activité associative qui est liée à la lutte contre l'extractivisme et les projets miniers. Et du coup, je monte en compétence là-dedans et je commence à être contactée pour ce genre de choses, quoi. Et puis, j'ai des idées aussi, j'ai des idées de bouquins, j'ai des idées de plein de choses. En fait, je fourmille toujours d'idées. Et ma difficulté, c'est de me restreindre dans mes idées. Je comprends bien. Parce que je ne peux pas tout faire. Je comprends, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, ce livre, c'est la maison... Comment un jour on toque à ta porte pour dire bonjour, est-ce que vous voulez écrire un livre ? En fait, moi, je le mets vraiment sur un coup de chance. C'est que mon compagnon qui fait de l'accompagnement de l'installation, on va dire, de panneaux solaires de façon autonome, il s'est aperçu que ses clients ne connaissaient pas vraiment en fait le process pour produire de l'électricité et puis les outils qu'ils allaient installer chez eux pour produire leur propre électricité. Donc il s'est dit, je vais faire un petit livret qui explique ce que c'est qu'un panneau, une batterie, etc. Et donc, il me lit. Moi, je dis, mais c'est bien, mais moi, je connais, vu qu'on est équipé, je connais le sujet un petit peu. Donc, fais-le lire à ta mère parce qu'elle n'y connaît rien. Oui, à quelqu'un qui n'y connaît rien. Voilà. Et en fait, ma belle-mère, comme ça, elle a envoyé à Hachette, elle l'a trouvé très bien, et d'un seul coup, elle nous a dit, je l'ai envoyé à une maison d'édition. Sauf qu'en fait, la maison d'édition n'était pas intéressée par ça. Bon, il y a eu un petit échange de mails, et puis Renaud s'est présenté en disant, on parle un peu de vos projets, de votre vie. De notre vie et tout. Et là, Hachette nous a dit, justement, on cherche quelqu'un pour faire un livre là-dessus. D'accord. Et donc, nous, on connaît déjà beaucoup de livres, vu qu'on s'était beaucoup renseigné sur ce sujet. Pour tableaux Excel. Voilà. Donc, en fait, on a dit à Hachette, on connaît déjà ce qui existe dans ce domaine en termes de littérature. Ce qu'on peut vous apporter, c'est comment on change de vie. Qu'est-ce que ça veut dire la prise de conscience, le passage, la transition, ces étapes de l'errance, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire une vie autonome ? T'as dit quoi ? Ces étapes de l'errance ? Oui, l'errance. Parce qu'en fait, on s'est aperçu, nous, en gros, on a pris la décision et on a erré. Et on n'est même pas sûr encore d'avoir terminé
cette errance, cette recherche en fait, parce on n'a pas fini en fait de cheminer vers l'autonomie. Donc, et c'est une période qu'il faut accepter, parce que quand tu décides de changer de vie, ce qu'on s'est aperçu, c'est que tu es à un instant T et tu te donnes un objectif, tu as un but. Sauf qu'en fait, la vie fait que le chemin que tu t'es fixé, parfois il a des embûches, et puis il va prendre un virage, et puis ça va retomber, ça va remonter, etc. Donc, parce que c'est la vie, c'est comme ça, et que tu trouves pas tout de suite, et que les choses ne fonctionnent pas toujours comme tu le souhaiterais, parce que sinon, ça serait les bisounours et ce serait merveilleux. Et on s'est aperçu que c'était quelque chose dont il fallait avoir conscience quand on décidait de changer de vie. Et que le but, l'objectif qu'on atteint à un moment donné, n'est peut-être pas celui qu'on s'était fixé initialement. Alors c'est bien ce que tu dis, parce que du coup je vais rebondir dessus, même si c'était pas dans cet ordre-là, mais on s'en fiche. J'ai 2 choses là, j'ai entendu. Donc j'aimerais bien que tu me parles, que tu nous dises, si tu veux bien, oui. Quelles ont été ces zones d'errance, ou du moins ce chemin que vous étiez fixé, le but que vous vous étiez fixé, et sur ce chemin, qu'est-ce qui n'a pas été, oui. 1 ou 2 exemples. Et la deuxième chose que je voulais te demander, je l'ai oublié là en parlant, donc c'est pas grave, ça me reviendra. Mais déjà ça, tu vois. Alors, par exemple, en fait, donc quand on était sur l'Aubrac, on avait une idée en fait du terrain de ce qu'on souhaitait. Et là-bas, on a trouvé un terrain qui avait, en gros, qui correspondait à notre cahier des charges, mais qui ne ressemblait absolument pas à ce qu'on s'était imaginé. Et au final, donc, on a commencé à s'y investir, sauf qu'en fait, on n'a pas pu l'acheter comme on le souhaitait. Donc, on a dû enlever tout ce qu'on avait installé, et des kilomètres de tuyaux, etc. Parce qu'on avait déjà fait toute l'irrigation, etc., etc. Enfin bref. Et on a dû repartir de zéro et recommencer. Et voilà, donc c'est des choses comme ça. Et au final, là, le terrain qu'on a trouvé, c'est le terrain qui correspond plus à ce qu'on s'était imaginé. Et c'est pour ça, en fait, la vie révèle, parfois à des surprises ou des choses comme ça, où on pense avoir trouvé, et puis au final, ça se fait pas, parce que ça se passe pas comme on veut, et que les choses font que, voilà, c'est pas là que ça doit être. Et donc, on recommence, et puis, il y a l'ascenseur émotionnel, parfois on pense avoir trouvé, et puis au final, ça se fait pas, etc., etc. Parfait, parce que tu m'en fais encore une super transition, parce que finalement, on était dans l'Aubrac. Ça se passe pas finalement comme vous le voulez. Tout à fait. Pourquoi vous transitionnez ici, donc dans le Périgord vert, hein. C'est vrai qu'on l'a pas dit, oui. Mais vous êtes dans le Périgord vert, pas très loin de chez moi, on est à 15 minutes l'une de l'autre à peu près. Pourquoi ? Alors, c'est l'effet du hasard, parce qu'on s'est dit, donc après le passage de l'Aubrac, on s'est dit à chaque fois qu'on a déménagé, c'était pour le travail. Et au final, on n'a pas choisi nos lieux d'habitation. Donc, on s'était dit, on va choisir notre lieu d'habitation. Et donc, on a cherché, par rapport à notre budget qu'on s'était fixé, c'était plutôt ce qu'on appelle la diagonale du vide, donc des Vosges jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, on va dire, grosso modo. On a commencé à chercher un petit peu partout dans ces zones-là, par rapport à notre budget et au cahier des charges qu'on s'était fixé. Et on s'était même dit, à ce moment-là, on va partir une année de transition en camping-car pour sillonner et puis trouver, prendre le temps de trouver un endroit qui nous correspondait. Et au moment où on a décidé où on a acheté le camping-car, etc., en fait, on a trouvé ici. Ah non. Donc, voilà, c'était comme ça. Je comprends l'errance. Voilà. mais voilà. Et puis, du coup, après, on a revendu le camping-car et voilà, maintenant, on est là. Donc, c'est un pur hasard, quoi. Il n'y avait pas d'attache. Non, il n'y avait pas d'attache. On était monté en compétence pour chercher des lieux de vie, parce que du coup, on savait décrypter facilement une carte topographique, se renseigner, savoir poser des questions aux agents immobiliers qui ne comprenaient pas notre projet, etc., etc. Se renseigner sur les réglementations au niveau de l'urbanisme, etc., ce qui est possible de faire ou de ne pas faire suivant les communes, etc., etc. Ah, parce que le projet de la yourte, en fait, il est daté de l'Aubrac.
Voilà, en partant de l'Aubrac, vous saviez que ça allait être la prochaine étape, c'était la yourte. Voilà. Et pour ça, tous les territoires n'acceptent pas forcément. Enfin, Voilà. on n'installe pas une yourte comme on Voilà, on n'installe le pas veut, une comme yourte ça, comme on où veut. Alors, on peut en installer avec l'acceptation du maire et des services d'urbanisme sur des terrains à bâtir. Là, nous, notre yourte est considérée comme un bâtiment annexe le temps du chantier de rénovation de notre maison en pierre. Donc, c'est un permis de construire précaire. Ah oui, parce qu'effectivement, donc c'est sur un grand terrain et il y a une bâtisse. Voilà, on est sur un grand terrain avec un bâtiment à rénover. Et le temps du chantier, nous, on a fait le choix de vivre dans une yourte. On trouvait ça plus sympa qu'un mobil-home, mais après, bon, chacun fait comme il peut. Hein, mais Est-ce que ça veut dire que demain, tu vas changer d'habitation ? Demain, dans quelques temps, on ira dans la maison en pierre qu'on veut rénover de façon bioclimatique et toujours dans un petit habitat. Et la yourte, elle disparaîtra ? Oui, sans doute. On verra, on la revendra. Comme le camping-car. Ce sont des étapes. Bah là, tu as parlé un peu de ton installation, hein, et des premiers défis, trouver le bon lieu. Donc finalement, vous avez fait pas mal de lieux différents. Est-ce que là, tu penses que tu as trouvé le bon lieu ? Et qu'est-ce qui voudrait dire que... Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as... Enfin, si tu me dis oui, pourquoi ? Alors, le bon lieu avec la vie qu'on a eue et tous les sauts qu'on a fait, etc., je ne sais pas. Moi, c'est un endroit où je me sens bien, où je suis heureuse de me lever chaque matin. J'ai un luxe énorme, en fait, c'est que je peux suivre la course du soleil quotidiennement. Et pour moi, qui ai vécu dans d'autres régions où on ne peut pas forcément voir le lever du soleil, ni le coucher du soleil, suivant même l'orientation de votre maison, etc., pour moi, c'est ça le luxe ultime de pouvoir assister à ce spectacle quotidien, enfin quasi quotidien quand le temps le permet. Et voilà, donc je me sens bien ici, je me sens bien aussi parmi les habitants, etc., dans la région. J'aime aussi la nature environnante, en fait. Donc voilà, pour l'instant, j'espère y rester. Tu penses avoir trouvé le bon lieu ? Ouais. Est-ce que malgré tout, parce que pas non plus dire que tout est toujours super, tout beau, tout rose, ou tu as parlé de bisounours tout à l'heure, des difficultés, des surprises, des moments compliqués en arrivant ici ? En fait, au final, c'est pas si évident parce que, en fait, ce qui est pas évident, c'est de faire un pas de côté, en fait, parce que parfois, tu as des rappels, que ce soit de la gestion administrative, que ce soit, les choses ne se passent pas comme tu veux, donc c'est en fonction des projets que tu as, donc c'est pas toujours évident, mais on sait au fond de nous-mêmes qu'on fait le bon, qu'on a le. Quand tu dis un pas de côté, c'est sur votre dans notre changement de dans vie. notre façon de vivre, en fait. Du coup, c'est ça, pas tu toujours. veux dire que c'est pas facile toujours, ici. C'est pas toujours évident parce que il faut il faut quand même avoir trouver un peu d'argent pour s'occuper de ses enfants, hein, pour tout, pour rien, pour la vie, donc ça c'est pas toujours facile, les choses ne se passent pas, les projets qu'on mène ne se passent pas toujours de la meilleure des façons, et puis en fait une vie autonome aussi, il faut savoir que en fait si vous rencontrez un petit souci, un petit pépin technique, vous pouvez pas appeler un prestataire pour dire tu viens réparer ça, il faut savoir se dépanner soi-même. Là récemment, en fait, c'est d'un seul coup, on n'avait plus d'eau dans la yourte. Donc j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est hyper prévoyant pour tout et qui est hyper bricoleur. Et sur le coup, on savait pas pourquoi la pompe ne fonctionnait plus. Parce qu'on est sur une alimentation d'eau de pluie et d'eau du puits, qui passe par une filtration et on a une petite réserve d'eau tampon et de nouveau une pompe qui nous amène l'eau dans la yourte pour avoir de l'eau courante. Et c'est cette pompe en fait qui est tombée en panne. Et en fait, mon compagnon avait déjà anticipé les pièces d'usure potentielles. Ah oui. D'accord. Et donc on a des choses d'avance, en fait, des petits kits de réparation d'avance
pour pouvoir anticiper ce problème-là, en fait. Est-ce qu'en vivant chez toi, je peux me laver les cheveux tous les jours ? Oui, mais en n'utilisant pas beaucoup d'eau. On consomme environ 200 litres par jour à 4. D'accord. J'ai calculé ce qui est déjà pas mal. Une famille à 4 française, la moyenne nationale, une personne seule consomme 150 litres d'eau par jour. Ah ouais. Et là, vous êtes à 4 sur 200. Voilà. Et c'est aussi au niveau, en fait, on fait gaffe à notre consommation au niveau de l'eau pour se laver, pour prendre la douche, quoi. On reste pas des heures sous la douche. Et puis, on est passé aux toilettes sèches. Et les toilettes, c'est 25% de la consommation. Ça, c'est vraiment une grosse différence. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu fais attention quand tu cuisines ? Oui. En fait, on fait attention, on fait gaffe tout le temps. Quand je fais la vaisselle, on n'a pas de lave-vaisselle parce que qui dit la vaisselle dit résistance, dit besoin en électricité, conséquent. Donc, du coup, voilà. Mais par contre, je fais ma vaisselle, non pas à l'eau courante avec l'évier débouché, je le fais à l'ancienne, en fait. Dans une bassine. Dans l'évier, oui, mais avec bassine une bassine de rinçage, voilà, des choses comme ça. C'est quoi le truc le plus... qui a été le plus compliqué pour toi à t'habituer, tu vois Alors, c'est un truc tout bête. Donc, en fait, on fonctionne sur des panneaux solaires. On a une petite station solaire. Et en fait, l'hiver, avec des batteries, évidemment, et l'hiver, par moment, suivant le temps, suivant la luminosité, il est parfois pas toujours facile de faire des lessives. Donc, je me suis remis parfois à faire des lessives à la main parce que je ne peux pas faire une machine sur les batteries qu'on préserve pour d'autres usages, en fait. Et ça, c'est la difficulté à laquelle je continue de m'habituer, en fait. Ou à pas t'habituer. Si je m'y habitue, en fait. Ah je sais que dès qu'il fait un rayon de soleil, en tout cas, tu as changé tes automatismes, voilà, etc. Exactement. J'ai dû changer donc, mes tu n'auras automatismes. jamais de famille nombreuse. Non, mais de toute façon, c'était pas du tout le but. Je ne suis pas intrinsèquement mère de famille nombreuse. Donc, voilà. Et par rapport, voilà, tout ça, les enfants. Ils ont bien transitionné aussi. Mais c'était petit peut-être. Alors, on a quand même une fille adolescente, donc parfois c'est compliqué avec elle par rapport à ce qu'elle voit chez les copains, etc. Donc, on en discute beaucoup. Comme quoi ? Un exemple. Le téléphone portable, pour l'instant, elle n'a pas encore de téléphone portable. Elle utilise le mien, voilà. Oui, mais là, elle n'a pas de téléphone portable parce que là, moi, je parlais plus sur justement ce mode de vie, de faire attention à l'eau, etc. Est-ce que pour elle, c'est... En fait, pour tout ça, ça va. Il y a des fois, je sens qu'elle aimerait bien passer du temps sous la douche, surtout que là, elle a 13 ans, donc de temps en temps, elle a envie de se laver les cheveux, prendre du temps, etc. Mais elle sait au final, de toute façon, là, on lui rappelle à l'ordre, mais elle sait au final qu'elle peut pas. Et je trouve qu'elle a des bonnes réflexions. Elle va chercher, même pour des cadeaux, pour des amis, parfois du seconde main dans des choses. Donc, non, elle a des réflexions intéressantes au final. Donc, je trouve qu'elle change. Donc là-dessus, ok, mais c'est plus, là, tu disais, téléphone portable. Oui. Des moments de doute, des jours où tu t'es demandé est-ce que j'ai fait le bon choix. T'en as eu ou pas ? Des gros downs, quoi. Ouais, voilà, quand il fait gris dehors, que tu as l'impression que rien n'avance comme tu veux, etc., tu dis, mais est-ce que j'ai bien fait ? Moi, c'est surtout par rapport à mes enfants. Parce qu'autant pour moi, je sais que je peux encaisser pour moi-même. J'ai pas trop de difficultés. C'est juste pour les conséquences des choix qu'on fait vis-à-vis de nos enfants. Mais au final, en fait, les choix qu'on fait, nos enfants en pâtissent, qu'on vive dans une ville, dans un appartement ou dans un lotissement ou qu'on vive à la campagne dans une petite maison isolée. En fait, nos enfants pâtissent toujours de nos choix. Mais j'ai toujours cette crainte-là que de pas avoir fait le bon choix vis-à-vis de mes enfants et de leur avenir, en fait. Tu le sauras plus tard quand tes filles passeront dans un podcast et qu'elles raconteront leur enfance. Voilà, exactement. Après 20 années de psychanalyse. Non, mais c'est vrai, souvent j'écoute des témoignages comme ça où c'est les hommes, les femmes parlent de leur enfance sur des sujets différents et c'est là où les langues se délient, quoi. Ouais.
Donc on vit vivement dans 15 ans, qu'on sache la vérité. Non, mais c'est vrai que c'est pas... Même moi, tu vois, sans avoir transitionné autant que vous, oui, je me pose... Enfin, on a déjà eu cette discussion. Oui. Hein, je me pose souvent la question de me dire, voilà, est-ce qu'on a fait le bon choix pour nos enfants, ne serait-ce que sur la question de mobilité, etc., d'accessibilité à certaines choses. Ouais. Les études supérieures, tout ça, enfin voilà, des trucs... Bah, ou du moins, ce sera plus... Enfin, c'est possible, on ne peut pas se dire que c'est pas possible. Oui, tout à fait. Mais ce sera peut-être un peu plus compliqué tout à fait. Que d'autres qui habitent en plein cœur de Bordeaux. Voilà. Donc j'allais te demander, j'aime bien, je remue bien le couteau dans la plaie là. Est-ce que tu t'es senti coupable? Mais là tu viens d'en parler. L'autonomie au quotidien, on en a pas mal parlé. Surtout, t'hésites pas, s'il y a des choses qui te viennent en tête et que tu as envie de vraiment de prendre la parole dessus, tu n'hésites pas. Hein. Tout à l'heure, je te demandais, peut-être les difficultés sur ce changement de vie. D'ailleurs, comment on l'appelle, ce changement de vie? Comment t'aimes bien l'appeler? Je lui donne pas de nom. Traité de changement de vie, c'est le nom du bouquin. Bon, ou sur cette en fait, manière de vivre. Pour moi, c'est tu sais que ça rentre pas dans des clichés quand même, tu vois? Enfin, sans vouloir rentrer dans un cliché, c'est un peu comme une aventure en fait. Et il y a plein de choses. Ma vie est pas moins dense qu'elle ne l'était avant. C'est juste différent. C'est-à-dire que là, j'ai les animaux à m'occuper, j'ai le jardin à anticiper. Que tu sais pas faire. Que j'apprends à faire, parce que j'arrive quand même à faire pousser des légumes, etc. Mieux que moi. Et heureusement. Mais j'apprends tout le temps, mais du coup, c'est extrêmement dense, parce que, en fait, voilà, on se renseigne, on apprend, on fait plein de choses en même temps. On découvre aussi des choses hyper intéressantes, on s'émerveille tous les jours. Donc, on parle d'aventure. Ouais, c'est un petit peu... je trouve, sans rentrer dans le côté un peu... Ce sera dans le titre de ton podcast, l'aventure. Et alors, dans cette aventure, parce que tout à l'heure, on parlait des choses peut-être un peu difficiles, et la chose que tu... Ah si, tu l'as dit tout à l'heure, la chose que tu kiffes le plus dans cette aventure, donc tu as parlé du soleil. Ah, moi, c'est le... C'est ça? Ah ouais. Il n'y en a pas une deuxième, s'il te plaît? Écoutez, la nature, en fait, souvent, quand je suis au jardin, tout ça, en fait, je me dis, je suis un peu trop distraite parce que je vais me mettre à écouter les oiseaux et essayer de les reconnaître. Pareil, j'ai des lacunes là-dedans. J'aimerais mieux apprendre pour savoir ce qu'ils m'ont... Pas t'en vouloir. Hein. Mais non, mais ça m'intéresse en fait. Et ça m'éclate de savoir qu'il y a un pivert ou un piquet-pêche pas loin et qui est en train de taper sur un arbre. Et puis qu'il y a des petits oiseaux à côté de moi, que ce soit des moineaux, qui chantent. Et du coup, j'essaye de les voir. Enfin voilà, donc ça c'est mes kiffs. Mais c'est depuis que je suis toute petite en fait, je suis un peu à observer la nature. Dans une autre vie, j'aurais été plutôt genre éthologue, zoologue, à observer le comportement animalier. Ceci explique cela alors. Si on parle de charge mentale, ce genre de choses, est-ce que la charge mentale, elle est encore plus importante dans cette aventure? Elle est différente. En fait, elle est toujours importante. Bon, après, je suis quelqu'un de nature qui réfléchit beaucoup, qui anticipe beaucoup, etc., qui en a un peu trop dans la tête, qui ne laisse pas les choses assez aller. Ça, c'est un peu un gros défaut que j'ai. Tu es dans le contrôle. Tu ne souvent... maîtrises pas le lâcher-prise. Oh, c'est bizarre. Absolument pas. Et donc, en fait, la vie est très dense, comme je disais. Le rythme, en fait, j'ai retrouvé un rythme qui est plutôt avec le vivant, avec les saisons. Et ça me plaît beaucoup. D'accord. Et qui est dans l'observation de ce qui se passe autour de moi. Ce que j'avais oublié en travaillant à la fois en ville et après dans les bureaux, etc. Et ça, c'est vraiment un truc hyper sympa. Mais du coup, tu as quand même un calendrier de semis, calendrier des végétaux, des plantes que tu veux faire pousser pour te nourrir, etc., etc. Tu vas pas planter tes pommes de terre au mois d'octobre. Donc, non. Du coup, donc ça, sur l'autonomie alimentaire. Mais tu vois la charge mentale de dire, ah bah oui, mais alors donc je dois faire attention pour les lessives, les machins. Oui, mais tout ça. Donc là, ça t'en rajoute une
une couche. Voilà, faut anticiper. Mais après, en fait, c'est une habitude que tu prends. D'accord. Voilà. Et tu dis à tes enfants, moi, surtout la deuxième, parce que la grande, elle est moins à faire des trucs dehors, etc. Mais ces vêtements pour être dehors au jardin, bricoler, faire ses petits machins. Où là, c'est des vêtements qui craignent rien. Il y a les vêtements pour aller à l'école. Et du coup, c'est une gestion du vêtement qui est aussi différente, quoi. Parce que c'est vrai que j'avais mis, est-ce que la ruralité allège ou alourdit la charge mentale ? J'en sais rien. Je trouve que c'est pareil. Et après, la charge mentale, c'est ce qu'on y met aussi soi. Voilà. Il y en a qui sont plus dans le lâcher-prise et il y en a qui vont se remettre des tas de trucs. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans cette vie aujourd'hui ? Surtout le fait que je me sente plus connectée au vivant. Au vivant. En fait. Et est-ce que l'objectif de départ, le but de départ qui était... là je vais t'avoir. Le but de départ qui était de regagner du temps pour ta vie de famille, c'est OK ou pas là ? Disons qu'on fait plus de choses ensemble, on passe plus de temps ensemble, mais on est toujours aussi occupés qu'avant. Ce qui me plaît dans cette vie aujourd'hui, c'est que je peux aller chercher mes enfants à l'école ou au collège. Et potentiellement, je peux voir les instituts et les professeurs, ce que je ne pouvais absolument pas faire avant. Et ça, c'est des trucs pour aller chercher son enfant et et que son enfant rentre à 5h moins le quart chez soi, ça lui laisse du temps pour prendre son goûter, pour jouer, etc. Donc en fait, on a moins l'impression, même si après je suis occupée pendant que l'enfant est là, mais j'ai pas l'impression d'être dans l'enfant, ma fille. J'ai pas l'impression de la faire courir le soir. On rentre, faut que tu ailles te laver, etc., etc. Okay. Moins évident. La vie à la campagne, c'est super bien, mais effectivement, on est tous OK pour dire qu'il y a des problèmes. Alors, je vais pas les citer parce que tu vas certainement en parler, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, qui auraient envie de nous rejoindre sur des projets, peu importe quelle aventure. Quels sont les côtés les moins romantiques de la campagne ? Les côtés les moins romantiques de la campagne, c'est déjà au niveau de la mobilité, c'est compliqué. En fait, si on veut se déplacer, surtout ici que c'est vallonné, soit c'est un vélo électrique, soit c'est une voiture. Encore, t'es gentil, un vélo électrique. Mais après, ça c'est compliqué. On est obligé de tout le temps tout prévoir. Parce qu'on peut pas, si on oublie, si on fait des courses et qu'on oublie un truc, on sait qu'on a 20 bornes à faire pour aller le chercher. Et encore, si tu l'oublies à 18h, tu n'auras pas de magasin. Et voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut être hyper prévoyant. La difficulté aussi que je trouve, et que je trouve dommage, c'est l'absence en fait de médecins. Et la difficulté en fait pour se soigner. Je suis encore jeune entre guillemets, mais je vois pour des voisins obligés d'aller jusque Limoges pour se soigner. Je trouve ça plutôt compliqué et dommage en fait pour le territoire, pénalisant, alors que je pense que des médecins et d'autres métiers médicaux seraient très heureux de vivre en ruralité. Et puis après il y a tous les petits aléas. Il faut savoir aussi, j'en discutais avec des voisins récemment. Quand on vit en campagne, on perd le côté individualiste de la ville. Mais du coup, on attise une certaine curiosité, en fait. Donc, les gens aiment bien savoir comment tu vis, ce que tu vis, etc. Après, il faut savoir ce qu'on dit, à qui on le dit, et c'est toujours... Et puis aussi, par moment, le manque d'ouverture d'esprit de certaines personnes, en fait. Si on vit différemment, on peut faire peur ou intriguer facilement, mais il faut en avoir conscience. C'est arrivé ? C'est-à-dire que ça suscite le questionnement, l'interrogation. Je pense, par exemple, le fait qu'on vive en yourte, il y a des gens qui étaient un peu inquiets sur nous, qui pensaient que on vivait, dans l'imaginaire collectif, qu'on était genre des punks à chiens et un peu en rupture avec la société, etc. Alors que la yourte est juste pour nous une maison comme une autre, en fait, pas pour tout le monde.
Donc voilà. Après, peut-être parce qu'ici, on y a quand même on est sur un territoire où se mélangent beaucoup de communautés différentes. Du coup, là, c'est plutôt les personnes qui sont originaires du territoire qui étaient un peu inquiets voilà, de notre façon de vivre, etc. Donc après, alors qu'elle est ultra saine en fait. Enfin voilà, moi j'ai pas l'impression de faire des trucs de malade, mais voilà, c'est. Tu fais pas des incantations dans le jardin? Non, c'est pas mon kiff ça. Non, tu fais pas ça? Non. Donc oui, là on est en train effectivement de parler des aspects un peu moins. Enfin, en tout cas, c'est pas moins sympa, mais il faut en être conscient. Pour moi, il faut en être conscient quand on s'installe dans le milieu rural, c'est que voilà, il y a le côté hyper sympa du fait qu'il y a moins d'individus qui ne se connaissent pas. Donc, du coup, il y a beaucoup plus d'entraide et qu'on peut trouver des solutions ou se dépanner mutuellement. Et ça, c'est génial parce que si vous tombez en panne, enfin, je dis une bêtise, mais de tondeuse, vu qu'on a tous des jardins, vous pouvez trouver chez un voisin une tondeuse, etc. Mais en même temps, il y a aussi côté, voilà, on aime bien savoir ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Dans l'épisode de SE disait justement les gens savent plus de choses sur moi que moi je ne sais de moi. Oui. Non, et puis après, il y a un imaginaire. Enfin, voilà. Étant originaire d'un petit village, en fait, moi, ça me choque pas et ça me fait rigoler parce que parfois, quand on me dit une énormité sur moi, je joue la carte de la provocation et j'en rajoute, en fait, un truc énorme. C'est quoi le plus gros mythe que tu voudrais déconstruire sur la vie que vous avez choisie? Que c'est facile, en fait, que une vie autonome, tout fonctionne parfaitement et que voilà, c'est la solution à tous les problèmes. D'accord. Parce qu'en fait, ça ne l'est pas. Et qu'en fait, c'est une vie beaucoup plus technique qu'une vie traditionnelle, plus classique, parce qu'il faut savoir où sont tes batteries, tes réserves d'eau, etc. S'il y a la sécheresse, avoir anticipé ça, etc. etc. Donc, c'est plus technique. Parce que dans l'inconscient des gens, à chaque fois, c'est de se dire, ils ont l'impression qu'on vient, on pose la yourte ils pensent qu'une vie autonome, c'est la liberté. Alors, c'est la liberté niveau facture. Parce que, outre l'investissement, parce qu'en plus, les gens ne pensent pas qu'il y a eu un investissement. Enfin, voilà, on n'a pas fait nos cuves d'eau de pluie, on pompe pas à la main, etc. Donc, il y a un investissement de départ. Donc, je peux te poser la question? Est-ce que tu es capable de budgéter à peu près, et si tu as envie d'en parler, un ticket d'entrée? Un ticket d'entrée, alors, en revoyant ses besoins à la baisse, parce que là, par exemple, en termes d'électricité, on consomme très très peu, etc. Je pense pour se faire des cuves d'eau de pluie en faisant beaucoup par soi-même, en ayant réfléchi à tout son système, plus une autonomie en électricité, il faut, au bas mot, je dirais qu'il faut à peu près une dizaine de milliers d'euros en ayant revu ses besoins. Ouais, mais là, tu parles de l'investissement technique. Après, tu ne parles pas de la yourte, etc. Ah non, la yourte... alors, en plus, les prix ont augmenté par rapport à ce que je l'ai payé. Une yourte comme la nôtre, nous, on ne l'a pas payé ça, mais aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 000 euros. D'accord. Tout compris, plancher, isolation, aménagement, etc. Pour moi, c'est des choses qu'il faut savoir. Après, tu as des gens qui vivent qui peuvent vivre dans une yourte mongole qui fait 1,60 m à l'entrée, parce que c'est ça, une yourte mongole. Et nous, ici, on est sur du 2 mètres de haut. Au niveau de... les murs font 2 mètres. Oui, et après tu as le dôme. Tu as le dôme. Et donc, on est sur une yourte qui fait plus de 3,60 m, 70 de haut, au fêtage, va-t-on dire. Et alors que tu as des yourtes qui font à peine 2 mètres au niveau du fêtage. Donc, pour nous, c'est un confort. Mais voilà, il y a des gens qui vivent avec beaucoup moins et tant mieux. Mais nous, en tout cas, le choix qu'on a fait, c'est un choix qui est quand même un peu onéreux. Confortable. Ok. Pourquoi je t'ai posé cette question? Je sais plus. Ah oui, parce qu'on était en train de parler du plus grand mythe, que c'est facile, que c'est, t'as dit, si, facile. C'est facile et c'est libre, en fait. On s'imagine que l'autonomie, c'est vivre en totale liberté. Alors, il y a une part de liberté. Parce que, quand j'entends à la radio que EDF va encore augmenter ses tarifs, etc., qu'au niveau du chauffage, ça va être compliqué, etc.,
moi, on va dire, j'entends et ça ne me concerne plus aujourd'hui. Mais il n'empêche, c'est pas. En fait, ce que tu veux dire aussi, c'est pas sans mal, finalement. C'est pas sans mal, en fait. Ça me fait penser à Sabrina et la Heurship. Oui. Tu vois, la Heurship, c'est superbe. Enfin, moi, je rentre là, je fais c'est génial. Mais en fait, elle explique que derrière, il y a quand même toute une technique, des habitudes. Il y a plein de choses à gérer, etc. Et que c'est pas. C'est comme tu l'expliques. Voilà, exactement ça pareil. se fait pas comme ça. Et puis, on a tellement été habitués, nous, dans nos vies d'occidentaux, à ce que tout soit automatique et à ce qu'on ne se pose plus la question de comment ça nous arrive, en fait, que ce soit la lumière, le chauffage, etc. Qu'en fait, on a perdu, en fait, toutes ces notions qui nous apportent beaucoup de confort. Alors que c'est fondamental, en fait. Faudrait que tout le monde fasse un stage d'une semaine, tu vois, pour reprendre après, conscience. je ne sais pas si tout le monde appliquerait correctement après, mais... Idéalement, c'est que les gens, avant de consommer, ils se posent la question du besoin. Ça, c'est quelque chose, en fait. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est hyper important pour moi d'avoir ça ? Est-ce que cet objet ou cette chose m'apportera du bonheur. Aussi bien les objets qu'on pourrait acheter que aussi la manière dont on vit. Est-ce que ça m'apportera vraiment du bonheur dans le sens satisfaction au plus profond de moi-même ? Je pose cette question à ma fille qui se lave régulièrement les cheveux. Elle te dira oui. Tiens, ton rapport au féminin. Moi, c'est un sujet que j'aime bien titiller. Est-ce que vivre à la campagne a modifié ton rapport à la féminité ? Est-ce que tu t'es découverte un nouveau style ou alors tu es en mode... alors moi j'ai la réponse sous les yeux, mais je ne vais pas le dire. Est-ce que tu t'es laissée complètement aller ou tu as encore envie de... Enfin, je sais pas, moi, dis-moi. Alors, il y a des choses, en fait, où j'ai pris conscience... j'ai arrêté, par exemple, le maquillage. Ça, voilà. T'as une belle peau, c'est pour ça. C'est gentil, mais pas toujours. Il y a des fois, quand je me regarde dans le miroir, je me fais « Oh, maman !» Et voilà. Et bonjour à ta mère. Mais voilà, ça a changé en fait mon rapport à la féminité. Je me suis aperçue, j'ai envie, en gros, d'être féminine dans le sens où... T'as des boucles d'oreilles. J'ai des boucles d'oreilles. J'essaye de rester coquette, entre guillemets. Et voilà, j'ai pas... j'aime bien ça. Parce que ça te fait du bien. Parce que ça me fait du bien, voilà. Et c'est surtout ça. C'est qu'en fait, je me suis posé la question, ne plus faire les choses par devoir, parce qu'il faut. Comme l'autre jour, on me disait, bah oui, mais il faut, à partir d'un certain âge, mettre une crème, etc. Pourquoi il faut ? Si j'accepte en plus, mon visage... Elle s'appelle anti-âge. C'est horrible ce nom, anti-âge. Et moi, mes rides, mes traits qui se marquent au fur et à mesure des années, c'est le résultat de mes joies, mes peines, etc. C'est ce que disent tout le monde, mais c'est vrai en fait. C'est le résultat de ma vie. Donc, j'ai pas renoncé à ça. J'ai jamais eu l'idée, que ce soit pour les cheveux et tout ça, j'ai la chance d'avoir une jolie couleur de cheveux. Donc, non seulement elle a une belle peau, mais elle a des beaux cheveux. Mais du coup, par contre, en fait, mon rapport à la féminité, je me suis beaucoup questionnée. C'est en ayant une vie en autonomie, je bricole beaucoup. Et j'aime ça, j'aime bien bricoler et tout. Et en fait, tout est fait pour les mecs. Et ça me met en colère. Que ce soit un débroussailleur, que ce soit, de l'outillage, tu t'aperçois, que ce soit la taille des gants de travail, c'est toujours pour les mecs. Ou alors, il faudrait que je trouve des magasins spécialisés. Les vêtements pour femmes, en fait, ils sont de moins bonne facture que les vêtements pour hommes. Ils se craquent plus vite. Et ça me met en colère parce que je me dis, pourquoi nous, les filles, on devrait avoir des tissus moins épais que les hommes ? Parce que voilà, T'as vu que je suis avec ma combinaison de mécanicienne aujourd'hui ? Mais voilà, ça c'est un truc, je me suis dit, c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas bricoler, faire des travaux dans des vêtements ou dans des alors, qui sont en même temps pratiques, confortables et au féminin. Et féminin, voilà. Et mais sincèrement, pareil, je prends la débroussailleuse, on a une débroussailleuse semi-professionnelle, c'est con comme truc, ça se tient avec un harnais qui passe dans le dos. Je ne peux pas la régler à ma morphologie. Parce que t'as un trop petit dos. Je suis trop fine.
Peut-être j'ai beau qu'il faut la que tu serrer au prennes, du maximum poids, et tout. tu Voilà, manges c'est ça. Voilà, pour du que... cul noir pour... Exactement. Mais je ne peux pas la régler à ma morphologie. Et du coup, je suis déséquilibrée, je suis pas à l'aise avec ce truc. Enfin, voilà. Donc, du coup, tu le fais pas. Donc, du coup, je le fais pas. Mais ça me dérange pas de le faire. Enfin, voilà, ça fait partie des trucs. Pour moi, on demande, les femmes demandent l'égalité, voilà, pour tout. Mais du coup, faut que nous, on fasse des Chut, tâches. dis pas ça, si Pascal il t'entend, il va me demander de faire la débroussailleuse. Des tâches plutôt associées à des tâches Enfin, genrées, masculines. quoi. Voilà, genrées. Alors que pour moi, il n'y a pas de tâches genrées, quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie de faire une dalle quand même en béton ou des trucs comme ça. Hein. Bah, après, il y a des goûts, en fait, des Voilà, centres des goûts. d'intérêt. Des centres d'intérêt. Mais- Mon centre d'intérêt n'est pas dans la dalle béton. Voilà, mais après, enfin voilà, moi je trouve qu'il faut pas genrer l'outillage ou enfin voilà, le tissu utilisé pour tel. Donc, ta conclusion technique. sur la féminité à la campagne, Ben, c'est comme on se sent bien, c'est surtout ça. En fait, il faut être bien dans ses pompes. On peut être féminine et être au jardin et bricoler aussi en étant féminine. Et on peut bricoler avec des robes et des bottes. robe Jardiner. jardiner en robe, moi je suis pas assez à l'aise, hein, mais il y en a qui le font. Lulu, c'est quand même la reine de la robe et des bottes. Ah ouais. SE aussi. Moi, je suis plus- Elles sont féminines en haut, elles arrivent au pied, elles ont des bottes. Ouais. Par contre, je suis toujours en bottes. Ça, c'est ma paire de chaussures préférée maintenant, c'est que J'avoue. je chausse tout le temps mes bottes de caoutchouc. Hein. Tu fais partie de la team bottes ou crocs? Ça dépend la saison, plutôt bottes. Merci. Sinon, j'ai quand même envie de te demander, par rapport à cette aventure, on l'appelle l'aventure, est-ce qu'il y a les gens de ton entourage, de ton ancien entourage, de tes anciennes vies, je sais pas, tout le monde est OK avec ça ou ça a suscité quand même du mépris, des interrogations, des critiques? Des peurs surtout. Des peurs. Voilà, beaucoup de peur pour notre avenir, que ce soit pour Renaud et moi, et des peurs pour nos enfants aussi. Ça a cristallisé aussi beaucoup de craintes en fait qu'ils ont, parce qu'en fait on s'est aperçu que les gens parlaient principalement d'eux-mêmes en fait, Oui. et des craintes par rapport à nos carrières, par rapport à je ne sais quoi, nos amis, les écoles, enfin voilà, tout y est passé. Et je pense qu'avec l'écriture du livre, il y en a qui commencent à comprendre. C'est vrai qu'il y a encore des personnes où on est un petit peu... Enfin, je ressens une certaine différence de traitement entre des amis que j'avais qui sont restés dans une vie plutôt urbaine, et je pense qu'elles ne comprennent pas. Et donc, en fait, je sens qu'il y a quelque chose un peu différent, où on a cru aussi que j'allais me transformer en Caroline Ingalls dans la petite maison dans la prairie et faire de la tarte aux pommes pour mes filles, justement. Et enfin, voilà. Et non, en fait, j'ai juste décidé de vivre différemment. Mais Et est-ce qu'on voilà. peut encore se rejoindre, tu penses? Oh, Que je ce soit pense, toi de ton pour côté ou moi de mon côté, avec pour- nos amis qui sont restés effectivement dans un modèle plus moi, en tout classique. cas, j'essaye. Maintenant, il y a des moments, je sens pas, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes considérations sur certaines choses, en fait, certains besoins. Que des amis peuvent m'exprimer, et que moi je me dis c'est pas mon kiff à moi, mais c'est pas grave, parce que je trouve que c'est une richesse en fait d'avoir des amis qui nous ressemblent pas forcément, parce que du coup tu échanges et tu t'enrichis des vies de chacun en fait, pour moi. Quel conseil tu donnerais à celles ou à ceux, mais qui rêvent de franchir le pas de cette aventure, en tout cas de votre aventure? De réfléchir quand même un petit peu avant, parce que Tableau c'est Excel? pas forcément. Tu les mais au vends, tes moins- tableaux Excel, tu pourrais les partager. Je pourrais les partager, mais non. Mais en fait, après, c'est selon chacun, mais surtout pas avoir peur, en fait. Parce que souvent, on a peur de l'inconnu. Et on a peur en fait, quand on a grandi dans un certain milieu où on se dit, c'est comme ça, c'est la vie. En fait, on s'aperçoit que c'est juste une façon de vivre, et qu'il existe
plein de façons de vivre différentes et qu'il ne faut pas avoir peur de vivre différemment des autres, en fait. C'est surtout ça. Et quel que soit le déclic, pour moi, si on se sent pas bien dans son quotidien, si on a une certaine lassitude, si on a la boule au ventre, voilà, à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie ? Qu'est-ce qui me rend moins heureux dans la vie ? Qu'est-ce qui est difficile ou pas ? Qu'est-ce que je pourrais changer pour ça ? Et voilà, ne serait-ce que de se faire un petit bilan des choses positives, des choses négatives, et puis de ne pas avoir peur s'il faut changer de métier, changer de lieu de vie, etc. Il faut y aller, quoi. Si c'est une nécessité pour soi, il faut le faire. Tu pourrais aussi leur donner le conseil d'acheter ton livre. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à acheter mon livre. Tous les bons conseils, ça va vous révolutionner. Tous les tableaux Excel sont à l'intérieur. On mettra les références dans le descriptif du podcast. J'espère bien. Avec une jolie photo. Voilà, tu parles de tout ça, là, c'est assez global. Un élément, le premier élément dans cette transition, dans ce changement. Parce que j'imagine qu'on ne fait pas tout en même temps dans cette transition. Le premier pas, c'est quoi ? Le premier pas, c'est de se poser la question, se faire un état des lieux. Est-ce que je suis bien ? Et si je ne suis pas bien, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie, quoi ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui me rend moins heureux ? Je dis pas forcément malheureux, parce que bon, il y a toujours une petite frontière, mais moins heureux. Est-ce que tu as un livre de chevet ou alors, à part le tien, s'il te plaît, un livre de chevet, un film, un documentaire coup de cœur, un compte Instagram peut-être ou Facebook qui t'inspire sur ta thématique, bien entendu. Un compte YouTube qui m'a aidé, j'en ai plusieurs, il y a les comptes de l'Archipel, 2LE, donc ça c'est... L'Archipel, 2LE. Voilà. Et c'est un jeune homme en fait qui va à la rencontre de gens qui ont décidé de vivre en autonomie. D'accord. Et c'est très intéressant, c'est très inspirant et ça montre en fait qu'on peut tenter l'aventure, que c'est pas non plus le truc de dingue. C'est pas Robinson Crusoe, quoi. Voilà, exactement. Pour conclure, si tu devais balayer une idée reçue sur la vie rurale en une phrase, on n'est pas tous des babos. Non, on n'est pas tous des babos et on n'est pas tous des prolos. En fait, c'est on n'est pas tous des ploucs. On n'est pas tous des ploucs, ouais. Et il y a vraiment des gens extrêmement différents les uns des autres. Extrêmement intelligents. Et extrêmement intelligents, doués et différents. Et c'est super intéressant. Et c'est quand on discute avec les gens qu'on se rend compte qu'ils ont des parcours de vie tous différents les uns des autres, etc. Enfin, moi, je trouve que ça enrichit. De quoi ? Les deux dernières, attention, c'est les meilleures. Tadadam. De quoi ou de qui es-tu la plus fière ? Non, là, tu souffles pas, tu recommences, tu fais « Ouais, j'adore cette question ». Oh là là. C'est très banal, mais quand je regarde mes enfants, l'évolution qu'elles prennent, etc., leurs réflexions, je me dis, même avec mon compagnon, nous disons, on n'a pas tout loupé. Elles sont cool, elles sont chouettes et elles ont des réflexions intelligentes et pertinentes sur la vie et voilà. Donc ça, c'est ma grande fierté. On va dire ça comme ça. Et si ta famille, donc là, je pense à un plus large, alors ta famille, tu y mets qui tu veux, ton compagnon, tes filles, peut-être tes parents, des oncles, tes tantes, voilà. S'ils étaient là, avec nous, autour de la table, qu'est-ce qu'ils diraient ? Qu'est-ce qu'ils diraient par rapport à ma famille, en fait, que je suis l'électron libre de ma famille, en fait. Quand je regarde, je suis née dans une famille, on va dire, assez classique, conservateur, etc. Et c'est très bien, hein, mais du coup, j'ai toujours eu des idées un petit peu différentes, que ce soit de mes parents, de mon frère, etc. Même toute petite, dès l'âge
bébé. Donc, t'étais même pas encore là que déjà t'étais... Non, mais c'est ce que me dit souvent ma mère. Mais électron libre, ça veut dire que tu le prends, tu me le dis en version négative ou non, pour moi, je le vois en version positive, en fait, une vision assez différente. Ma mère, elle me dit encore que quand j'étais chez eux, j'étais un tourbillon, parce qu'en fait, j'avais tout le temps des idées, et puis des projets, et puis voilà, en fait, j'avais des tas de choses en tête, et puis j'imaginais plein de trucs, etc., quoi, et donc, voilà. Et c'est vrai que, du coup, je détonnais par rapport à d'autres membres de ma famille, en fait. Et à l'éducation et dans le... Voilà. C'est pour ça, si ça se trouve, tes filles, elles vont vivre à Dubaï. Peut-être. Là, j'ai tout brisé. Oui, je comprendrais pas trop. Influenceuse make-up à Dubaï. Ah oui, non. Ça serait étonnant. J'ose même pas l'imaginer. Comment tu veux qu'on conclue cet épisode ? Alors déjà, est-ce que tu penses avoir dit tout ce que tu avais envie de nous dire ? Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ? Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Après, voilà, je suis assez bavarde de nature. On pourrait faire 12 épisodes, je pense. Mais voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, c'est vachement bien de vivre à la campagne, que pour moi, justement, c'est l'avenir, en fait. Justement, le monde moderne. C'est le monde moderne, qu'il y a plein de choses à faire, à entreprendre en ruralité, qu'il y a des possibilités, qu'il y a certaines aussi libertés qu'on ne peut pas forcément avoir en ville, et que c'est vrai, et qu'on rencontre des gens qui sont très riches intérieurement, en fait. Et ça n'a pas de prix. Donc voilà. Je pense que je vais rien rajouter. Je pense qu'on va conclure comme ça. Je te remercie, Myriam. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange, et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!